hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Vous dormez comme ça ? Ou plutôt comme ça. Dans cet épisode du podcast 2040 JV, nous allons parler de matelas. Cet objet si précieux sur lequel nous passons entre 5 et 9 heures chaque nuit, mais auquel nous n'accordons souvent que peu d'attention. Nous allons parler de matelas pour aborder le thème de l'économie de fonctionnalité, appelée aussi l'économie de l'usage, avec François Pugliese, directeur des lits Élite. En effet, François Pugliese a inventé un modèle d'affaires novateur qui consiste à louer plutôt que de vendre ses matelas aux hôteliers. Cela lui a permis de démontrer que la qualité d'un matelas et sa durabilité vont de pair. Dans cet épisode, nous irons également à la rencontre de Charlotte Jacot, qui s'engage depuis plusieurs années pour accompagner des PME dans leur transition vers l'économie circulaire. Et bien sûr, nous terminerons par un voyage en 2040. Bienvenue dans cet épisode du podcast 2040 JV. J'y vais. Aujourd'hui, c'est en voiture que je suis arrivée au centre de production des lits Élite. Avant de commencer l'interview, François Pugliese m'a fait visiter les lieux. Dans le magasin règne une atmosphère de douceur et de calme. C'est cosy et cotonneux comme les lits qui sont exposés. Une atmosphère qui contraste avec le bruit des scies et des machines à coudre dans la partie de production. Intéressant en termes de développement durable et de circuit court, on a développé avec l'école du bois Bienne un ressort en bois. Donc la mission pour l'école, c'était de fabriquer un ressort qui a les mêmes caractéristiques qu'un ressort en métal, qu'on puisse le fabriquer nous-mêmes. Donc il y a du bois et puis entre deux il y a un petit peu quand même de gomme ou qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien du tout. Non, il est élastique comme ça. C'est du bois qui est élastique comme ça. Ici c'est toutes les coutures, donc tout ce qui va être habillage, toute la décoration du lit, ça peut être un plaid, ça peut être des coussins de déco, ça peut être la housse du sommier, la housse de la tête de lit comme on voit ici. Donc toute la déco se fait ici. Donc on reçoit les tissus depuis des éditeurs, on les coupe et puis on les distribue dans les différents ateliers en fonction du choix, du désir du client, des finitions, de la passementerie ou des choses comme ça. Monsieur Pugliese, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la durabilité ? Alors, la durabilité, c'est d'abord de fabriquer un produit qui est durable en opposition à la société de consommation, le modèle consumérisme. Donc c'est de fabriquer des produits qui ont la capacité d'être réparés, prêtés, d'être échangés, de durer le plus longtemps possible. Et d'où vous est venu cet intérêt et cette préoccupation pour la durabilité ? Alors je suis issu de la terre parce que je suis d'abord fils de paysan, donc tout ce qui touche à la terre en général me concerne et m'intéresse. Donc il y a un rapport et un respect à la nature qui est automatique, qui est génétique. Quand on s'intéresse aux lits Élite, ce qui frappe, c'est que vous faites beaucoup de production locale. Vous m'avez fait visiter l'atelier. C'est beaucoup d'artisanat. Qu'est-ce que c'est cette importance de l'artisanat et de la qualité aussi pour la durabilité ? Alors évidemment, si on veut faire un produit durable, il faut qu'il dure très longtemps. Donc le mode de fabrication est pour nous important. Le matelas est habituellement un bien de consommation. Les gens vont en grande surface acheter un matelas et nous, on l'a transféré dans les biens d'investissement. Lorsqu'on vient chez Élite, on vient vraiment acheter du bien dormir, on vient investir pour son sommeil, pour sa qualité de vie. Donc il y a tout un processus à la fois au niveau de la fabrication qui est important, c'est de pouvoir un peu personnaliser nos produits, d'aller au plus près des besoins et des attentes des dormeurs, des consommateurs.
Et puis de faire un produit qui est durable, le fabriquer de manière artisanale avec des produits locaux de haute qualité qui vont nous permettre d'offrir un produit qui va durer des années. C'est pour ça qu'on a mis en place une garantie à vie sur nos matelas et box spring. Et lors de la visite, vous m'expliquez que vous travaillez beaucoup avec des produits végétaux, avec aucun produit chimique. De quoi sont faits vos matelas ? Alors, l'âme du matelas, bien souvent, elle est faite avec les ressorts en métal. Ça, c'est l'âme du matelas. Et ensuite, il y a tout le côté rembourrage du matelas qui est fait avec soit des fibres végétales, soit des fibres animales. Ça peut être la laine de mouton, du cachemire, de la soie de tussa ou encore des fibres liées au sel ou des algues aussi, ce qu'on appelle des fibres cicelles. Donc on fait des combinaisons de ces différentes fibres qui vont réguler la température dans le matelas. Et bien sûr, toutes ces matières sont exemptes de produits chimiques, condition sine qua non bien sûr pour obtenir l'écolabel. Parce qu'on sait qu'on a grosso modo le nez sur notre matelas pendant 6 à 8 heures. Tout ce qu'on respire passe dans le sang. Et certains matelas sont on peut dire des bombes chimiques. Au fond, en produisant avec des produits naturels, des matelas dont la durée de vie est pratiquement illimitée, vous allez à contre-courant ? Oui, parce que certains de nos confrères règlent encore un peu l'obsolescence de leurs produits, en particulier dans les matelas industriels grande surface, où certains fabricants disent la durée de vie de nos produits, c'est entre 5 et 7 ans. On aimerait que nos clients changent à peu près tous les 7 ans. Moi, j'aimerais que mes clients ne changent pas. Il y a assez de monde en Suisse et sur Terre pour faire tourner notre usine avec nos produits. Et c'est en fait à ça qu'on s'est heurté lorsqu'on a voulu vraiment se développer dans l'hôtellerie. C'est que dans l'hôtellerie, il y a des produits de premier prix qui s'usent très vite, et pour lequel on espère faire des remplacements tous les 3 à 5 ans. Donc c'est de là que j'ai imaginé le Smart Lease, donc notre système de location à l'utilisation, pour essayer de changer le modèle en fait, de passer d'un modèle consumériste à un modèle d'économie de partage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce système Smart Lease ? L'idée du Smart Lease, en fait, elle est venue lorsque on arrive avec nos produits qui étaient mis en concurrence avec d'autres, souvent dans des chambres témoins où des testeurs passaient d'une chambre à l'autre, une nuit dans celle-ci, une nuit dans l'autre. À ces tests à l'aveugle, bien souvent, on sortait devant, on sortait premier, et l'hôtelier nous disait oui, on veut absolument cette qualité-là, et on est très content, mais quand même, au niveau du budget, vous êtes quand même relativement plus cher que vos concurrents. À ce moment-là, se poser la question de est-ce qu'on fabrique, est-ce qu'on délocalise la production dans les pays de l'Est, pour ne pas les citer, ou un coût de la main-d'œuvre qui est moins cher? Est-ce qu'on remplace certains de nos lainages qui sont relativement chers par des watts synthétiques ou des choses comme ça? Et puis se dire, puis après moi le déluge, quoi. Ça ne correspond pas à nos valeurs, à notre engagement. Ça, on ne pouvait pas faire. Donc la question, c'est de savoir si on a la capacité de pouvoir continuer de produire en Suisse un produit de qualité selon nos valeurs, ou alors arrêter de cibler l'hôtellerie et puis de se concentrer uniquement sur les privés. D'où l'idée de louer, parce qu'en fait les hôteliers nous disaient on veut ça, mais en même temps on n'a pas beaucoup de budget parce qu'on a encore plein de choses à changer dans l'hôtel, il y a des normes anti-feu, on a plein d'investissements à faire partout et on ne peut pas allouer un budget aussi important pour la literie. Ce système de location des lits aux hôtels, quelles ont été les difficultés pour le développer ? On a développé une technologie qui nous permet de savoir si le matelas est utilisé ou pas. Donc on a développé un capteur qui est inséré dans le matelas et en fonction des mouvements et de la pression, nous indiquer que oui, il y a eu un dormeur sur ce matelas pour cette nuit, et on remonte les données via un concentrateur, un ordinateur qu'on dispose dans l'hôtel, et de cet ordinateur, on transfère les données sur notre serveur, et une fois par mois, on fait la facture matelas par matelas, chambre par chambre, etc. Au niveau du développement, on s'est appuyé sur une jeune entreprise de la région qui a développé la technologie. Toute la partie développement, c'était encore relativement facile. La difficulté, en fait, elle réside dans un changement de modèle, dans un changement d'habitude, dans l'acceptation du marché pour un changement. On a encore beaucoup d'hôteliers qui disent « Ah non, mais moi j'achète, paye, je ne veux pas louer, les matelas, les lits sont à moi, on a un investisseur, on investit, on ne veut pas louer. »
François Pugliese a fait du changement de son modèle économique un atout de l'entreprise. Mais qu'en est-il plus largement en Suisse ? Est-ce que ce modèle de l'économie d'usage prend une importance significative ? Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Charlotte Jacot à Genève. Charlotte Jacot, en quoi est-ce que l'exemple des lits élites est intéressant ? Le projet d'élite, il est intéressant parce qu'il repose sur un modèle de l'économie circulaire qu'on appelle l'économie de l'usage. L'économie de l'usage, ça consiste à vendre un usage plutôt qu'un produit en tant que tel. Donc ce que François Pugliese a fait, c'est de dire, plutôt que vendre des lits en tant que fournisseur, je vais vendre des super heures de sommeil. C'est ça, l'intérêt. Est-ce que vous avez d'autres exemples que les lits élites en Suisse d'économie de l'usage ? Oui, bien sûr. L'économie de l'usage nous entoure déjà au quotidien. L'exemple peut-être que tout le monde connaît, c'est Mobility, la coopérative d'autopartage qui propose plus de 3000 points en Suisse répartis sur le territoire où on peut louer des voitures. On n'achète pas une voiture, on n'en a pas la propriété. Par contre, on a la possibilité de l'utiliser et on paie uniquement ce qu'on utilise. Comment est-ce que vous définiriez les piliers de l'économie d'usage ? Alors l'économie de l'usage repose sur, premièrement, le principe de payer uniquement pour ce que l'on utilise, ce que l'on consomme. C'est intéressant, si je reprends l'exemple de Mobility, dans le sens où quand on paye uniquement ce qu'on utilise, c'est mieux que quand on a notre voiture qui reste parquée et inoccupée 92% du temps en moyenne, et où on utilise un siège et demi sur les 5 disponibles en moyenne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'il est vraiment tourné autour de la performance et des qualités d'usage, les fonctionnalités. Donc les vendeurs, leur objectif, c'est de vous fournir toujours le produit au top. Le meilleur, le plus durable possible, le plus réparable possible. Ça implique pour eux qu'ils ont beaucoup bossé sur le design, qu'ils améliorent leurs produits, mais en contrepartie, vous avez toujours quelque chose au top. Et en quoi est-ce que ce système de l'économie de l'usage est aussi bon pour l'environnement et pour répondre aux défis du réchauffement climatique ? Parce que tout simplement, le vendeur cherche à avoir les produits qui soient le plus utilisés possible. Donc il cherche à maximiser l'usage par unité de produit. Autrement dit, il utilise moins de ressources pour fournir un service qui est plus utilisé. Et si ce système est finalement intéressant à la fois pour le producteur et pour l'usager, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'offres de ce type en Suisse ? Alors il y en a de plus en plus. Concrètement, que ce soit dans l'industrie ou les services, il y a clairement une tendance de PME et de grands groupes à adopter l'économie de l'usage. Pourquoi il n'y a pas plus ? Parce que le passage à un nouveau modèle économique, c'est jamais facile à engager quand on est une entreprise. Ça demande du temps, des ressources, une expertise qu'on n'a peut-être pas forcément. Et puis, on est tous imprégnés d'une économie linéaire. Je produis, je consomme, je jette. Et on va dire que ce modèle-là, qui est celui de notre société plutôt au XXe siècle, perdure encore et qu'on ne va pas le changer en un jour, même s'il faut le changer rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait en termes de changement de mentalité ? Ça demande un changement de mentalité dans le sens où on échappe à un modèle classique de propriété. On est dans une société ici ou en Europe, en Occident, où on aime quand même consommer et avoir la propriété. Tant que posséder une belle voiture est un signe de distinction sociale évident, peut-être préférera-t-on dépenser plus mais avoir une belle voiture qu'on possède. Donc celles qui adoptent l'économie de l'usage seront peut-être plutôt des personnes qui cherchent à se faciliter la vie, payer moins cher et qui s'encombrent peu de considérations comme ça sociales classiques. Cela étant dit, on a une tendance vers de plus en plus d'économie de l'usage. Et puis du point de vue des entreprises aussi, ça bouge beaucoup. À quoi est-ce que vous voyez ce changement ? Le changement, je le perçois parce qu'en écoutant les PME, notamment, c'était dans le cadre du programme La Fabrique circulaire que j'ai créé, coordonné. On a entendu vraiment de plus en plus de patrons, d'équipes dans les PME qui exprimaient un intérêt et nous ont demandé concrètement de les accompagner vers de nouveaux modèles économiques, dont celui-là. Économiquement, est-ce que c'est toujours rentable pour un entrepreneur, un chef de PME, de penser plus circulaire ?
Alors j'ose penser que oui. L'économie circulaire, c'est vraiment une série de modèles économiques qui peut-être demandent pour certains un certain nombre d'investissements au démarrage. Je dirais que dans le cadre de l'économie de l'usage, un des grands avantages, c'est qu'on se focalise sur la qualité, on développe des services, on étoffe son carnet de commandes ou sa relation avec ses clients. On a des clients qui payent moins et qui sont plus contents. Donc c'est assez peu risqué comme modèle d'affaires à mettre en place et c'est sacrément intéressant. Et de quoi auraient besoin aujourd'hui les directeurs de PME pour pouvoir passer à l'économie circulaire pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas? J'ai perçu que plusieurs besoins étaient exprimés. Le premier, c'est bien sûr de l'expertise, savoir s'entourer, s'accompagner, parce qu'on n'a pas forcément le temps, les ressources disponibles en interne quand on doit, par ailleurs, faire le business quotidien. Le deuxième point qui a beaucoup été évoqué, c'est celui de la rencontre. Avoir la possibilité de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui se posent exactement les mêmes questions que vous au même moment, même s'ils n'appartiennent pas forcément au même secteur économique, c'est super bénéfique. Donc ce partage d'expérience, c'est un peu le deuxième élément. Et puis il y en a peut-être un troisième, mais qui dépend des cantons dans lesquels on se trouve. Je dirais que les Vaudois ont une chance incroyable parce que le canton est assez pionnier en économie durable et il a monté un fonds de soutien à l'économie durable pour les entreprises vaudoises. Ce fonds-là constitue une claire incitation pour des plus petites entreprises. Les PME, c'est 67% de l'emploi en Suisse, c'est 90% des entreprises. Très souvent, en fait, les autorités publiques disent que c'est pas leur rôle de soutenir des entreprises, puis c'est un des grands écueils à la transition, ce manque de soutien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le canton de Vaud ? Alors, je n'aurais pas la prétention d'avoir toutes les raisons à ma connaissance. Néanmoins, je crois qu'on a tous traversé un épisode qui s'appelle le Covid et qui a fait tomber un certain nombre de tabous, également à Genève. On s'est rendu compte que oui, on pouvait aider les entreprises par des aides directes quand on était un canton. Le canton de Vaud a initié un soutien à la transition des PME vers la durabilité. Alors, qu'en sera-t-il en 2040 ? Est-ce que d'autres cantons auront suivi ? Est-ce que la location de biens et de services sera devenue une évidence ? Pour stimuler votre imaginaire et votre envie d'agir, je vous invite à un voyage dans l'avenir avec François Pugliese. 2040, j'y vais. François Pugliese, je vous retrouve aujourd'hui en juin 2040 dans votre jardin. Vous venez de rentrer d'une randonnée à vélo. Comment vous vous portez ? Écoutez, plutôt bien. Je me sens encore jeune physiquement et mentalement. J'ai beaucoup de plaisir à profiter de cette retraite encore relativement active, puisque j'aime m'épanouir en nature, donc je me sens très bien. Vous êtes retraité maintenant de la direction des lits élites, vous avez passé le flambeau. Quand vous regardez en arrière, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier ? Déjà d'avoir transmis mes valeurs à la nouvelle génération. Je pense que ça c'est déjà un point de gagné. Et puis d'avoir aussi réussi à tenir ces valeurs tout au long des années à la direction d'élite. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à devoir ou à vouloir prendre des raccourcis. Dans le monde industriel, c'est la tentation, c'est prendre des raccourcis, déjà par souci de rentabilité, de pérennité des fois. Des fois, c'est des questions de survie. Mais d'avoir eu cette capacité de pouvoir tenir bon. En matière d'innovation, dans les années 20, vous aviez fait une grande innovation en tant que directeur d'élite, qui était de commencer à louer les lits aux hôtels plutôt que de les vendre. Comment est-ce que ce système s'est développé, cette économie de la fonctionnalité ? Alors effectivement, on était précurseurs dans ce système parce qu'on était au début de ce qu'on appelle les IoT, l'Internet des objets, qui maintenant évidemment est répandu un peu partout, pour pouvoir justement louer un objet plutôt que de le vendre. Ça permet de complètement changer de paradigme. On n'est plus dans un modèle de consommation où on règle l'obsolescence et on s'attend à ce que notre client change le plus souvent possible. Au contraire, en tant que fabricant, producteur, on est responsable de notre produit, on est responsable depuis la fabrication jusqu'au recyclage, on loue l'utilisation du bien, donc le bien, on reste propriétaire du bien.
Donc ça change complètement l'approche de la fabrication. Et c'est un système qui, vous le voyez aujourd'hui, qui s'est répandu à tout. Avant, on achetait une perceuse pour accrocher 2 tableaux dans son salon et qu'on laissait traîner dans sa cave, à ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, ça fait plus du tout de sens d'acheter une perceuse qu'on ne va pas utiliser. Et je pense que tous les acteurs de la chaîne y retrouvent leurs bénéfices. Et quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui a vraiment permis à ce système de décoller ? C'est la limitation des ressources, parce qu'à un moment donné, le système consumériste a atteint ses limites. On voyait à cette époque en 6 mois, la population de la planète avait utilisé toutes les ressources que la planète pouvait produire. Donc ça devenait impossible. On était obligé de changer de système, on était poussé par la capacité, par les ressources. Force est de constater que les modèles incitatifs que les États ont mis en place ont permis cette transition, que ce soit par des allègements fiscaux, que ce soit par de la flexibilité du travail pour favoriser justement ces modèles d'affaires, ont permis de démocratiser l'économie de partage, l'économie circulaire en particulier. François Pugliese, merci beaucoup. Et puis, bonne suite de retraite, profitez bien. Une très belle journée à vous, merci de votre visite. Dans cet épisode, François Pugliese nous rappelle que la durabilité, ce n'est pas seulement le choix de matériaux, mais aussi de modes de production et de modèles économiques vertueux. Dans l'économie de fonctionnalité, comme l'a souligné Charlotte Jacot, l'entrepreneur est gagnant puisqu'il développe toute une gamme de services qui élargissent ses sources de revenus. Le consommateur également trouve son compte puisqu'il bénéficie de produits de qualité, durables et qui seront facturés en fonction de l'utilisation. Quant à la Terre, elle doit pousser un soupir de soulagement, de voir que les humains sont capables de sortir de la logique du court terme et du tout jetable. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai développé une réelle tendresse pour les courbes depuis que je fais cette série sur l'économie circulaire. Pour cette forme qui nous montre que si nous arrondissons les angles, nous pouvons réinventer nos façons de faire. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vous mettre en route, renseignez-vous sur les soutiens cantonaux et les centres d'expertise qui existent. Comme toujours, vous trouverez des liens sur le site www.hubdespossibles.org/podcast. Et si vous êtes un privé, pensez à intégrer la notion de durée de vie et de réparabilité dans vos décisions d'achat, car c'est aussi par nous que ça commence. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet dans le prochain épisode du podcast qui portera sur la réparation d'objets du quotidien. Cet épisode se termine ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur votre plateforme d'écoute ou à me laisser un commentaire. J'apprécie beaucoup vos retours. Je vous souhaite une belle suite et vous retrouve dans 3 semaines. Au revoir.